Le 10 mai 2017 fut un jour sombre pour la science-fiction. Mais avant de nous pencher sur ce lourd dossier qu'est Alien Covenant, j'aimerais faire un rapide résumé de la situation en ce qui concerne le cinéma de divertissement américain. Ce qui pourrait sans doute nous aider à comprendre certaines choses et ainsi réévaluer notre jugement en conséquence. Car mes enfants, je vous le dis, l'heure est grave. Et puis cela pourra aussi faire en sorte que cette vidéo ne soit pas qu'un déferlement de haine, car comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas vraiment apprécié ce film. Vous savez, je pense que lorsqu'on tente comme moi d'analyser le cinéma d'aujourd'hui, eh bien il faut adapter son discours aux tendances actuelles, ne serait-ce que pour ne pas se répéter et pour ne pas tout le temps relever les mêmes problèmes aux mêmes endroits. Je veux dire, ça va, je vais quand même pas passer ma vie à vous dire que j'en ai marre de voir des remakes, des préquels et des suites. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Le cinéma de genre américain est tombé dans une impasse, c'est un fait. Le modèle économique des grandes maisons de production ne peuvent pas ou ne peuvent plus risquer la banqueroute pour un film qui coûterait des millions sans être sûr que les gens ne vont pas se déplacer pour aller le voir en salle. Et donc, pour garantir les chiffres, on estampille un produit avec une marque que tout le monde connaît. Parce que si vous avez le choix entre plusieurs films de monstres, vous vous dites qu'au moins avec Alien vous êtes sûr d'en avoir pour votre argent. Ce qui est compréhensible, mais qui n'est pas sans poser beaucoup de problèmes. Mais bon, ce qui est important à comprendre dans tout ça, c'est que si on en est là, c'est moins de la faute des studios que de notre faute à nous. À moins de se lancer dans des franchises pour adolescents tirées de phénomènes littéraires, et là je fais le mouvement de guillemets avec mes doigts, les tentatives de renouveler le catalogue des franchises aux États-Unis se font littéralement torpiller. Un exemple très simple, Disney. Ouais, Disney, ouais. Après le bid intersidéral au box-office que fut Lone Ranger avec Johnny Depp et le film de science-fiction John Carter, qui rien qu'à eux deux ont coûté la somme de 500 millions de dollars, la maison Disney s'est dit que puisque les gens ne veulent pas découvrir de nouvelles franchises, ils allaient ne nous servir que des super-héros en collant et des Stormtroopers. Et ce, jusqu'en 2040. Merci, connard. Après avoir racheté la franchise Star Wars, histoire de se refaire une santé et d'exploiter le filon Marvel jusqu'à l'écœurement, sans parler de leur nouveau délire qui consiste à adapter en version live leur plus grand classique sorti il y a maintenant plus de 20 ans, il semblerait que Disney n'a plus envie de nous proposer de nouvelles choses, au risque de se retrouver en déficit. Et qu'on se le dise, ce problème concerne toutes les grandes maisons de production américaines. Bon alors tout ça c'est quand même un sujet assez dense et je pourrais en parler des heures, mais c'est pas fini. Le deuxième phénomène qui touche aujourd'hui l'industrie du divertissement, c'est ce changement de format progressif qui fait que le cinéma ressemble de plus en plus aux séries. Et ça, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà remarqué. Hollywood est obnubilé par ses gloires du passé et n'arrive plus à raisonner autrement qu'en projet de franchise. Alors, tout ça pour dire quoi au final ? Eh bien pour dire que j'ai finalement décidé de considérer tous ces films cultes des années 70-80 comme des sortes de pilotes qui font aujourd'hui l'objet de nouvelles séries de films. Ne serait-ce pas le meilleur moyen d'arrêter d'être constamment déçu ? Tout comme il est particulièrement improductif de comparer par exemple le Star Wars de 77 à The Force Awakens, je ne vais surtout, mais alors surtout pas comparer Alien Covenant à Alien le 8e passager. Parce qu'il y en a marre. Sérieux, il y en a marre. Lorsque vous allez sur Combini ou sur Allociné, franchement, vous n'en avez pas marre de voir le même commentaire partout. Ouais, bof, s'attaquer à Blade Runner, ça me paraît un peu casse-gueule, mais bon. Attendons de voir ce qu'ils vont faire et espérons ne pas être déçus. Paye ton originalité, sérieux. Le commentaire usé jusqu'à la corde. Sérieux, arrêtez d'écrire ça, les gens. Franchement, si vous pensiez faire preuve d'esprit critique en écrivant un truc pareil, maintenant faut arrêter. Ça fait du bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous dire calmement ce que j'ai pensé de Alien Covenant. En profitant bien sûr pour vous faire part de ma passion pour cette créature si particulière, qui est pour moi le monstre le plus fascinant de toute l'histoire du cinéma et de loin. Vous allez me dire, rien de très original pour un fan de science-fiction de ma génération, mais quand même, le sublime xénomorphe de H.R. Giger filmé par Ridley Scott fut sans surprise un des plus grands chocs de ma vie de cinéphile. Alors je ne vais pas vous emmerder avec mes considérations de fanboy pendant toute la vidéo, mais sérieux, si vous saviez ce que cette créature provoque chez moi. J'ai passé ma vie à l'observer, à la dessiner, rien que de la contempler en train de se mouvoir me donne des frissons. Un design qui donne à ce film une dimension presque avant-gardiste et qui hisse ce chef-d'œuvre au rang des plus grands classiques du cinéma. Une créature mythique, un cauchemar sur pattes, une merveille d'efficacité. Un parfait organisme. Et sa perfection structurelle n'est égale que son hostilité.
m'admires, n'est-ce pas? J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. To get what you came all respectful. Your answers. You were. I was wrong. All of this. We were so wrong. To start our new life. We must leave. I can see that. That's why he's not coming on my ship. Please, we can still have him. Ceci étant dit, autant vous dire que je n'attendais rien de Alien Covenant, faut pas déconner. Cela fait maintenant presque 10 ans que Sir Ridley a pris l'habitude de nous chier dans les doigts. Pour vous dire, le dernier film potable que j'ai vu de lui, c'est American Gangster avec Denzel Washington, mais bref. Si le cas de Alien est aussi intéressant à aborder, c'est parce que Prometheus marqua le moment où j'ai définitivement arrêté d'attendre une suite au cinéma. Prometheus fut le dernier film qui réussit à me rouler avec sa bande-annonce. D'ailleurs, Prometheus est un film que je serais parfaitement incapable de vous résumer, parce que je sais pas de quoi ça parle. Pourquoi vous dites pas à tout le monde ce que raconte Prometheus pendant que vous y êtes? T'as vu Prometheus, toi? Je crois que même les auteurs savent pas de quoi ça parle. Et si je vous ai pris la tête pendant 5 minutes avec le marché des suites et des préquels en début de vidéo, c'est aussi pour vous dire ceci. Je pense qu'il y a deux sortes distinctes de mauvaises suites. D'un côté, on a la suite de trop, un produit fade et consensuel qui cherche à surfer sur la nostalgie des spectateurs à grand renfort de clins d'œil méta gras et lourd et de fanservice bas de gamme. Le tout réalisé par un faiseur d'Hollywood qui se contente de recycler une esthétique et des thématiques déjà connues. Et de l'autre, on a la suite d'un réalisateur complètement mégalo qui revient en disgrâce sur un film qui a fait son succès, pour tenter d'élargir la diégèse d'une franchise qui aurait bien besoin qu'on lui foute la paix, sans se rendre compte que plus il essaye, plus il s'enfonce. Et évidemment, c'est de ce genre de suite dont il s'agit aujourd'hui. Tel George Lucas avec Star Wars ou Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, Ridley Scott entre maintenant dans cette grande tradition de réalisateurs américains qui s'évertuent à maltraiter leur propre bébé. Comme si ces mecs voulaient nous dégoûter de ces films qui ont fait les cinéphiles que nous sommes devenus. C'est dingue! Bon, alors Alien Covenant. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas relever toutes les incohérences scénaristiques. Il y en a, simplement trop. En plus, à l'heure où j'écris ces lignes, la plupart des scientifiques de YouTube sont en train de le faire à ma place, et croyez-moi, ils ont de quoi faire. Sans parler bien sûr de la stupidité des personnages, hein. Censés être des scientifiques ou des militaires surentraînés, un élément déjà bien présent dans Prometheus, je vous fais pas un dessin. Mais tourne à droite, connasse! Eh les gars, j'ai un peu chaud, ça vous dirait qu'on enlève nos casques? Alerte, contamination. Alerte, contamination. Eh mais on est déjà passé par là, non? J'en sais rien, c'est toi qui as le GPS. Ah, il faut que je me rachète des lentilles. Il est mignon, il est gentil le chien. Donne la patte, donne la patte. Gentil, donne la... Ah, ça fait mal, au secours. Voilà. Donc là c'est pareil, sauf que cette fois on perd pas de temps, on sort du vaisseau carrément sans casque. Comme ça s'il y a un champignon qui traîne, on est sûr de le choper tout de suite. Ces mecs seraient même foutus de lécher un crapaud juste pour voir ce que ça fait. Et avec ça on n'échappe même pas au cliché de la nana qui s'isole du groupe pour aller prendre une douche juste avant de se faire décapiter. Bref, du grand art. Donc, voici le synopsis de Alien Covenant, garanti sans spoiler. Un vaisseau spatial de la Weyland-Yutani, comportant une équipe de scientifiques terraformeurs, se dirige vers une planète apparemment habitable afin d'y implanter une colonie. Mais sur le chemin, ils se font réveiller de leur hypersommeil par un accident de collision spatiale, bien trop long et chiant à expliquer. Après cela, et alors qu'ils réparent une antenne satellite, ils reçoivent un message de détresse provenant d'une planète voisine, apparemment habitable elle aussi. Ils décident donc de changer de cap et d'atterrir sur la dite planète afin de remonter jusqu'à la source du signal. Ça vous rappelle rien ? Non, bah c'est pas grave. Bref, à peine descendu de la navette, c'est le foutoir. Il y a des trucs chelous qui leur rentrent dans l'oreille, tout le monde a la chiasse, il y a un mec qui commence à vomir du sang, et en plus il fait un temps de merde, et puis là, d'un coup, BOUM !
Le vaisseau il explose parce qu'il y a une conne qui a tiré au fusil à pompe sur une bonbonne de gaz. Ne pas s'énerver. Et c'est là qu'on va commencer à parler de mise en scène. La première partie du film enchaîne tous les poncifs du film d'horreur de base. Cela dit, Ridley Scott n'en demeure pas moins un excellent technicien, ce qui fait que certaines scènes d'action horrifiques font leur petit effet, mais seulement jusqu'à un certain point. Parce que très vite, le film devient criard, assourdissant et vulgaire. Ridley semble vouloir absolument nous faire peur, et pour ce faire, il nous balance des sauts d'hémoglobine à la figure, et c'est tout. Ça verse dans le gore trash, le film gesticule dans tous les sens, les plans deviennent épileptiques, ça hurle, la musique nous pète les tympans, et pourtant, rien n'y fait. Le film n'arrive même pas à nous mettre mal à l'aise. On regarde la mise en scène s'emballer, sans jamais être pris dans la tension du film. On ne fait que constater avec agacement la débilité des protagonistes, qui ne font que des mauvais choix pour de mauvaises raisons. Et surtout, le côté sanglant et organique du film est toujours atténué par des effets numériques qui foutent complètement en l'air l'aspect noir et crasseux du film. L'image est trop lisse et les créatures en CGI ne sont pas crédibles à l'écran une seconde. Ouf, ça fait déjà beaucoup quand même là, hein. Bon, alors après cette boucherie, forcément le reste de l'équipage prend la tangente et se font sauver in extremis par David, l'androïde de Prometheus, joué par Michael Fassbender, qui les amène en lieu sûr. Parce que oui, cette planète abrite évidemment le vaisseau extraterrestre du film précédent. Et évidemment, c'est lorsque le film fait le lien avec Prometheus que le scénario devient parfaitement ridicule. Parce que s'il y a bien une chose de sûre, c'est que Ridley Scott ne s'intéresse que au personnage de Fassbender. Les autres sont juste là pour crever. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'équipage du Covenant possède aussi un androïde, nommé Walter, également joué par Michael Fassbender, qui n'est autre qu'une version plus récente de David. Cela dit, on remarque vite que ce dernier a quelques problèmes psychologiques. Après une scène d'exposition où l'on découvre que David a utilisé le chargement du vaisseau des ingénieurs pour éradiquer leur espèce, on comprend que son personnage n'est autre que le véritable méchant du film. Et c'est là qu'on se dit que l'idée est intéressante. Les ingénieurs ont créé les humains, qui ont créé des machines, et ces machines se sont finalement retournées contre ceux qui ont créé toute vie dans cet univers. Sometimes to create, one must first destroy. Cela dit, voilà, du début à la fin, tout ne repose que sur David. Le thème de l'identité à travers le prisme de l'intelligence artificielle est incontestablement un des grands sujets de Ridley Scott. Y a qu'à voir Blade Runner, qui est, je le rappelle au passage, un des meilleurs films de l'humanité. Et c'est d'ailleurs dans cet aspect que Alien Covenant se rattrape un peu. Surtout lors d'une scène où Walter et David, donc les deux androïdes, se font face dans une scène intimiste où David apprend à Walter à jouer de la flûte tout en lui parlant du conditionnement de l'esprit humain afin de réfréner leur pulsion créatrice. Car le désir de détruire est un désir créatif. Et en dehors du fait que c'est une scène que j'ai trouvée sincèrement belle et profonde, c'est la seule scène réussite du film. Parce que maintenant, on va aborder les points vraiment négatifs de Alien Covenant. Courage. Après ça, Ridley Scott recommence à complexifier inutilement son récit. Les références bibliques se multiplient, et au bout d'un moment, je me fous de savoir si Ridley Scott est un nihiliste pessimiste ou un fervent religieux. Je me fous de savoir si les ingénieurs sont une métaphore de Jésus. Je me fous de savoir si l'alien est lui-même devenu le symbole d'une punition divine. Voilà, je m'en fous. Si on est tous là à se demander où est-ce que tu veux en venir, Ridley, c'est pas parce que tes films sont trop intelligents pour nous. C'est juste que tu fais mal ton travail. Parce que ce film est bête. Ce film est stupide. Le processus de création du xénomorphe continue d'être toujours plus confus et tiré par les cheveux. On se rend compte maintenant qu'il suffit qu'un amas de cellules volantes vous rentre dans l'oreille pour qu'un alien vous sorte du ventre. Alors du coup on se demande bien à quoi servent les œufs et les facehuggers. Même s'il ne s'agit pas de la même variété d'aliens, tout ça ne met pas en valeur le mythe d'Alien. Au contraire, Ridley Scott ne sait pas quoi faire de ces créatures. Tout ce qui l'intéresse c'est de filmer Michael Fassbender déclamer de la poésie macabre et nous balancer des scènes d'action bien bourrines. Et entre-temps on a même le droit à une scène où David souffle dans les narines d'un alien. Ne me faites pas répéter ça, s'il vous plaît. Cela dit, le ridicule de cette scène est très vite rattrapé par la naissance du fameux xénomorphe. Il faut le voir pour le croire. L'alien sortant du ventre d'un membre de l'équipage se dresse devant David. Ce dernier commence à ouvrir les bras comme pour mimer la crucifixion. L'alien contemplant son maître adopte la même posture. Amen. Et c'est là que... Mais qu'est-ce que t'as, Ridley ? Qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu veux, bordel ? Je sais que tu deviens vieux, quoi, mais... Je sais pas, arrête de boire! Bon, et puisqu'on parle de scène foirée, j'aimerais juste citer la scène où l'alien arrive à s'agripper à un vaisseau en plein vol et que Katherine Waterston, qui est censée être le personnage principal du film, lui tire dessus avec un énorme gun, tout ça suspendu en rappel au-dessus du vide, avant d'utiliser un énorme système de grue pour choper l'alien et l'écraser comme un cafard. Stop! C'est bon, stop! J'en ai marre. Je
Je peux plus rien pour toi, Ridley. Ton film est en roue libre, les personnages sont inexistants, les scènes d'action versent dans le grand guignol, la direction artistique est dégueulasse. À part les plans d'extérieur qui sont très bien filmés, tu recommences à nous emmerder avec tes hologrammes multicolores et tous ces écrans allumés qui reflètent sur les acteurs cette espèce de lumière bleu-verte rappellent un mauvais téléfilm de SF sur M6. Et le scénario, je vais arrêter d'en parler parce que c'est limite du troll. Voilà où ça nous mène, cette hystérie des suites et des préquels à Hollywood. Parce que finalement c'est de ça dont je voulais parler dans cette vidéo. La saga Alien est un des exemples les plus flagrants de la désorientation artistique dans laquelle est plongée l'industrie du blockbuster américain. Et comment dire... Quand on presse un fruit pour en extraire le jus, à un moment donné, il n'y a plus de goût. Je sais pas, c'est compliqué à comprendre ce que je dis ou pas en fait. On a vu Hayden Christensen incarner Dark Vador, et on a vu l'alien de Ridley Scott se comporter comme un témoin de Jéhovah en pleine montée d'acide. C'est quoi le projet là? Vous voulez qu'on arrête d'aller au cinéma, c'est ça? Non mais expliquez-moi, je veux comprendre! Alien le 8e passager est incontestablement un film culte qui mérite d'être porté au pinacle par tous les cinéphiles du monde. Et après avoir poussé le concept toujours plus loin jusqu'à finir au rayon des films de série Z pour adolescents décérébrés, voilà que la 20th Century Fox demande à Ridley Scott de profiter de sa renommée légendaire pour nous pondre une nouvelle saga grotesque et prétentieuse. On a déjà 2 films qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, 2 films absolument chaotiques en termes de narration, 2 films qui ne racontent rien et qui ne vont nulle part, et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Ils vont encore la souiller, cette licence. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Oh, je suis comme toi, Michael. Je suis à bout. Alien n'a plus été depuis longtemps et ne sera sans doute plus jamais un film d'atmosphère angoissant et claustrophobique qui transcende les figures sexuelles en abordant le thème du viol, en abordant le thème de l'intelligence artificielle et même celui de la lutte des classes. Alien n'est plus. Et toi, Ridley? C'est fini entre nous. J'arrête. Honnêtement, je pense que je n'aurai pas la force de supporter encore un de tes films. Dieu sait que je t'ai aimé pourtant. Et puis je t'ai vu chuter progressivement. Encore et encore. Parfois, je me suis juste demandé où est-ce que tu voulais en venir. Parfois, je me suis demandé comment un cinéaste comme toi pouvait se lancer dans des projets aussi inutiles et inconsistants. Comment un mec sensé pouvait prendre Orlando Bloom comme acteur principal. Comment j'ai pu me lancer une partie de Candy Crush devant Seul sur Mars tellement je me faisais chier. Bref, je me suis posé bien trop de questions pour que notre relation tienne la route. Alors voilà, c'est fini. Mais tu veux que je te dise? Je t'en veux pas. Non, parce que tu m'en auras fait voir des choses. On a passé tellement de bons moments ensemble. Je veux dire, merde quoi, c'est quand même toi qui as réalisé Blade Runner, ce film que je continuerai à me regarder au moins une fois par mois jusqu'à la fin de mes jours. C'est toi qui as insisté auprès de la 20th Century Fox pour que H.R. Giger soit le designer de l'Alien. Et puis, t'as quand même réalisé Thelma et Louise. Et Gladiator aussi, c'était quand même un sacré film. Ta manière de créer des mondes, de les rendre authentiques. Quand je vois que tu arrivais à passer des couloirs sombres du Nostromo à la forêt enchantée de Legend, je me dis que tu as été un véritable génie de l'image. Et même ton tout premier film, Les Duellistes, qui était juste éblouissant. Enfin voilà, Ridley, je ne t'en veux pas. Comment le pourrais-je? Tu peux t'amuser à détruire tes propres œuvres si tu le veux, mais j'en aurais quand même bien profité. Prends soin de toi, Ridley. Et aujourd'hui, rien qu'à toi, je te souhaite une bonne séance et une bonne soirée.